Dans un cimetière du nord de l'État de New York se trouve une pierre tombale que la plupart des gens ignorent. L'inscription est patinée par le temps, à peine lisible après plus d'un siècle de pluie et de neige. Le cimetière lui-même est ancien, établi au début des années 1800, rempli des noms des familles qui ont bâti cette partie de l'État. Mais si l'on regarde attentivement cette pierre particulière, si l'on s'agenouille et que l'on trace les lettres avec les doigts, on peut distinguer un nom, une date et une seule ligne qui a fait l'objet de débats entre historiens pendant des générations. Le nom est Catherine Wells, la date est 1887, et la ligne se lit « Celle qui marchait parmi les grands ». C'est tout, aucune explication, aucun contexte, juste ces 6 mots qui ont engendré des théories, des enquêtes et des questions qui restent sans réponse. Bienvenue sur Écho du temps, où nous explorons les mystères oubliés et les récits inexplorés qui défient notre compréhension de l'histoire. Catherine Wells est décédée à l'âge de 73 ans dans une pension de Rochester, New York. Elle était seule. Elle n'avait ni famille, ni amis proches. Personne ne semblait savoir d'où elle venait, ni pourquoi elle avait mené une vie si solitaire et secrète. La logeuse qui l'a trouvée a raconté que Catherine avait déliré pendant des jours, parlant une langue que personne ne reconnaissait, dessinant des symboles sur les murs avec du charbon de bois, insistant sur le fait qu'elle devait leur dire avant qu'il ne soit trop tard. Un médecin local a été appelé. Il est arrivé trop tard pour la sauver, mais pas trop tard pour entendre ses derniers mots. Et ce qu'il a entendu, ce qu'il a consigné dans son journal personnel cette nuit-là, est devenu l'un des documents les plus controversés de l'histoire alternative. Selon le journal du docteur Samuel Thornton, Catherine Wells a passé ses derniers moments lucides à décrire une enfance qui n'aurait pas dû être possible. Elle affirmait avoir été élevée par des géants. Pas des géants métaphoriques, pas des personnes de grande taille, de véritables géants, des êtres mesurant entre 3,66 et 5,49 mètres de haut qui vivaient dans des structures construites à flanc de montagne et qui possédaient des connaissances en ingénierie et en astronomie qui, selon elle, faisaient paraître la science moderne primitive. Elle soutenait que ces êtres l'avaient recueilli enfant, l'ayant trouvé errant seul dans la nature, quelque part dans ce qui est aujourd'hui la Pennsylvanie. Elle affirmait qu'il l'avait élevée pendant près de 15 ans avant de la rendre à la société humaine. Et, plus stupéfiant encore, elle soutenait que tout ce qui nous a été dit sur l'histoire humaine, sur le développement de la civilisation, sur ceux qui ont bâti les monuments anciens éparpillés sur ce continent, est faux. La réponse habituelle à ce récit est le rejet pur et simple. Évidemment, cette femme était délirante, des rêves fiévreux, une maladie mentale, les divagations confuses d'un esprit mourant. Le docteur Thornton lui-même a d'abord attribué ces paroles à des hallucinations induites par une pneumonie. Mais il a ensuite commencé à enquêter. Il a commencé à poser des questions sur Catherine Wells, sur ses origines, sur la vie qu'elle avait menée avant d'atterrir dans cette pension. Et ce qu'il a découvert l'a forcé à reconsidérer son évaluation initiale. Mais ce qu'il découvrit allait le forcer à reconsidérer non seulement ses premières impressions, mais aussi l'histoire telle que nous la connaissons. Catherine Wells était arrivée à Rochester en 1879. Elle avait 65 ans. Elle possédait une somme d'argent considérable, bien que personne n'ait pu déterminer sa provenance. Elle avait payé une année complète de loyer à l'avance, en pièces d'or anciennes, mais pas antiques, frappées dans les années 1850 et 1860. Elle vivait modestement malgré sa richesse, passant la plupart de son temps à écrire dans des journaux qu'elle gardait enfermés dans un coffre renforcé de bandes de fer. Elle n'allait jamais à l'église, ce qui était inhabituel pour une femme de cette époque. Elle ne socialisait jamais avec les autres résidents de la pension. Elle possédait des connaissances qui surprenaient et parfois déconcertaient les rares personnes qui interagissaient avec elle. Elle pouvait calculer des équations mathématiques complexes de tête plus vite que des hommes diplômés d'université ne pouvaient les résoudre sur papier. Elle lisait couramment le latin et le grec. Et quand elle pensait que personne n'écoutait, elle parlait parfois d'autres langues qui ne ressemblaient à aucune langue européenne.
Elle comprenait des principes d'ingénierie avec lesquels la plupart des hommes éduqués de l'époque avaient des difficultés. Lorsqu'on lui demandait où elle avait appris ces choses, elle répondait seulement qu'elle avait été enseignée par les anciens. Et elle refusait d'en dire davantage. Après sa mort, le docteur Thornton a eu accès à ses journaux. Ce qu'il y a trouvé était une documentation exhaustive de ce que Catherine prétendait être son séjour chez les géants. Des descriptions détaillées de leur apparence physique, des croquis de leurs habitations, de leurs outils, de leurs vêtements, des récits des leçons qu'ils lui avaient enseignées sur les mathématiques, l'astronomie, l'architecture, des histoires de leur propre histoire, de la façon dont ils avaient vécu sur ce continent pendant des milliers d'années avant l'arrivée des colons européens, de la façon dont ils avaient construit des structures qui existaient encore, mais avaient été attribuées à d'autres bâtisseurs plus acceptables. Et tissé à travers tout cela, un récit cohérent qui ne vacillait jamais, ne se contredisait jamais, s'étendant sur des milliers de pages écrites sur plus d'une décennie. Le docteur Thornton était troublé par ce qu'il lisait. En tant qu'homme de science, il ne pouvait accepter l'existence de géants. Mais en tant que personne ayant lu les journaux de Catherine, ayant étudié la cohérence de ses récits, ayant vérifié certaines des connaissances mathématiques et astronomiques qu'elle avait consignées, il ne pouvait pas non plus simplement la rejeter comme folle. Il a passé le reste de sa vie, 23 années supplémentaires, à essayer de vérifier ou de réfuter ses affirmations. Il n'a jamais publié ses découvertes de son vivant. Ses journaux et ceux de Catherine ont été donnés à une collection privée après sa mort, où ils demeurent aujourd'hui, rarement examinés, délibérément obscurs. Les connaissances architecturales et d'ingénierie que Catherine a enregistrées rendent ces récits particulièrement difficiles à rejeter. Elle décrivait des techniques de construction pour bâtir d'énormes structures en pierre sans mortier, utilisant des coupes précises et une répartition du poids que les ingénieurs modernes reconnaissent comme sophistiqués et efficaces. Elle dessinait des schémas de systèmes de poulies et de mécanismes de levier qui pouvaient déplacer des pierres pesant plusieurs tonnes avec des équipes relativement petites. Elle expliquait les alignements astronomiques et comment les utiliser pour la mesure du temps et la navigation. Tout cela a été consigné dans ses journaux dans les années 1880, des décennies avant que beaucoup de ces principes ne soient redécouverts ou ne deviennent des connaissances courantes. Elle décrivait des squelettes de géants, affirmant que les êtres avec lesquels elle vivait lui avaient dit qu'à leur mort, leurs os étaient délibérément cachés ou détruits pour empêcher les futurs humains de savoir qu'ils avaient existé. Elle expliquait que cela était fait parce que les géants savaient que leur temps touchait à sa fin, que les humains, plus petits, se multipliaient trop rapidement, que le conflit était inévitable et que les géants perdraient simplement en étant en infériorité numérique. Elle affirmait que les géants avaient choisi de s'effacer discrètement de l'histoire, de devenir un mythe plutôt que de mener une guerre qu'ils ne pouvaient pas gagner. Certains d'entre eux, disait-elle, se sont retirés dans des zones reculées. Certains se sont intégrés aux populations humaines là où ils le pouvaient, leur grande taille étant attribuée à une variation aléatoire plutôt qu'à des origines distinctes. La plupart se sont simplement éteints à mesure que leur population diminuait, et ils ont choisi de ne pas avoir d'enfants qui hériteraient d'un monde qui n'avait plus de place pour eux. La question des squelettes de géants est l'endroit où le récit de Catherine recoupe l'histoire documentée de manière troublante. Tout au long des années 1800 et au début des années 1900, les journaux à travers l'Amérique rapportaient régulièrement la découverte de squelettes humains de taille inhabituelle, 2,13 mètres, 2,44 mètres. Certains rapports mentionnaient 2,74 ou même 3,05 mètres. Quelques rapports, rejetés comme des exagérations évidentes, faisaient état de restes squelettiques suggérant des tailles de 3,66 mètres ou plus. Ces rapports paraissaient dans des publications respectées, pas seulement des tabloïds sensationnalistes. Le New York Times publiait des articles, de même que des journaux en Pennsylvanie, en Ohio, au Wisconsin, en Californie.
Ils étaient souvent accompagnés de mesures prises par des médecins ou des professeurs locaux. Parfois, des photographies étaient publiées, bien que la qualité et l'authenticité de ces images variaient considérablement. Occasionnellement, une analyse scientifique sérieuse était promise, avec des restes supposément envoyés à la Smithsonian Institution ou à de grandes universités pour études. Puis, à partir du début des années 1900, ces rapports sont devenus moins fréquents. Au milieu du XXe siècle, ils avaient presque entièrement cessé. L'explication officielle est que les rapports antérieurs étaient des exagérations, des canulars ou des erreurs d'identification de squelettes normaux rendus plus grands par des astuces photographiques ou simplement par le manque de fiabilité des techniques de mesure de cette époque. L'explication alternative, celle que proposent les chercheurs qui prennent le récit de Catherine au sérieux, est que quelqu'un a décidé que ces découvertes devaient cesser d'être rendues publiques, qu'il y a eu un effort délibéré pour supprimer les preuves qui ne correspondaient pas au récit accepté de l'histoire humaine dans les Amériques. Catherine Wells a spécifiquement mentionné plusieurs endroits où, selon elle, des restes de géants pouvaient être trouvés. Des tumulus funéraires en Ohio, des systèmes de grottes en Pennsylvanie et en Virginie occidentale, des sites spécifiques dans le nord de l'État de New York. Le Dr Thornton a enquêté sur plusieurs de ces lieux. Selon ses journaux, il a trouvé des preuves de terre remuée, des signes d'excavation antérieure, mais aucun reste. Il a noté que les résidents locaux, interrogés, avaient parfois des histoires transmises de génération en génération sur de grands os trouvés, puis emportés par des hommes qui prétendaient venir d'universités ou de musées. Les os, disait-il, n'ont jamais été revus. Aucun registre de ces acquisitions n'existe dans les institutions prétendument impliquées. La description que Catherine a donnée des géants eux-mêmes est remarquablement cohérente à travers ses journaux. Elle les décrivait comme humanoïdes, mais distincts, proportionnellement similaires aux humains, non pas les figures grotesquement allongées des contes de fées. Intelligents, capables de langage complexe et de pensée abstraite. Ils portaient des vêtements faits de fibres végétales et de peaux d'animaux. Ils construisaient leurs maisons partiellement sous terre pour la régulation de la température et la dissimulation. Ils étaient principalement herbivores, cultivant des plantes qu'elles listaient et esquissaient, dont certaines correspondent à des plantes connues, d'autres qui ne correspondent à rien dans les registres botaniques modernes. Ils vivaient en petites communautés, jamais plus de quelques dizaines d'individus à un même endroit, connectés à d'autres communautés par un réseau de sentiers et de signaux qu'elle décrivait, mais qu'elle affirmait n'avoir jamais été pleinement enseignée à comprendre. Elle a beaucoup écrit sur leur technologie. Ils n'avaient pas de métallurgie, ou s'ils en avaient, ils ne la pratiquaient pas pendant son séjour avec eux, du moins pas de manière qu'elle ait été autorisée à observer. Mais ils avaient une compréhension sophistiquée de la taille de la pierre qui allait bien au-delà du simple écaillage et façonnage. Ils pouvaient couper la pierre avec une précision qui correspondait à des joints parfaitement ajustés, en utilisant des techniques qu'elle décrivait, mais qu'elle admettait n'avoir jamais entièrement comprises. Ils travaillaient avec des matériaux végétaux de manière à créer des fibres plus résistantes que tout ce qu'elle avait rencontré plus tard dans la vie parmi les humains. Ils comprenaient les propriétés des différents bois, des différentes plantes, des différents minéraux trouvés dans la terre. Ils utilisaient les ressources naturelles de manière à laisser une trace minimale, à travailler avec l'environnement plutôt que contre lui. Ils avaient une langue écrite, qu'elle a tenté de reproduire dans ses journaux avec un soin méticuleux. Les symboles qu'elle a dessinés ne ressemblent à aucun système d'écriture connu, bien que certains chercheurs ayant examiné ces journaux aient noté des similitudes avec certains pétroglyphes amérindiens trouvés dans des endroits reculés, et avec des symboles trouvés sur des sites archéologiques inexpliqués à travers les Amériques, en particulier dans les zones où existent d'énormes terrassements ou structures en pierre. Elle affirmait avoir appris à lire et à écrire couramment dans leur langue, qu'elle pouvait lire des textes qui lui montraient gravés sur des parois rocheuses dans des endroits cachés, mais qu'il lui était explicitement interdit de l'enseigner à d'autres humains ou de laisser une trace qui pourrait être utilisée pour décoder les textes
qu'ils avaient laissées sur des surfaces en pierre à divers endroits du continent. Les connaissances astronomiques qu'elle a consignées sont particulièrement détaillées. Elle décrivait comment les géants lui avaient appris à suivre les corps célestes, à prédire les éclipses, à utiliser les positions des étoiles pour la navigation et la mesure du temps. Elle a enregistré des alignements spécifiques et leur signification. Certains des alignements qu'elle a décrits correspondent à des caractéristiques de structures anciennes en Amérique du Nord que l'archéologie traditionnelle attribue à diverses cultures amérindiennes. Des structures comme Cahokia en Illinois, les terrassements de Newark en Ohio, divers sites de monticules à travers la vallée du Mississippi. Catherine affirmait que ceux-ci n'avaient pas été construits par les ancêtres des Amérindiens modernes. Elle soutenait qu'ils avaient été bâtis par les géants des milliers d'années avant les dates communément acceptées pour ces structures, et que les Amérindiens les avaient trouvés et utilisés plus tard sans connaître leurs constructeurs originaux. Cette affirmation est l'endroit où le récit de Catherine devient le plus controversé d'un point de vue culturel. Elle suggère que les impressionnantes structures antiques d'Amérique du Nord n'ont pas été construites par les peuples indigènes, ce qui alimente des récits problématiques qui ont été utilisés pour minimiser les réalisations amérindiennes. Mais le récit de Catherine, tel qu'il est consigné, ne correspond pas non plus tout à fait à cette narration. Elle a explicitement déclaré que les géants se considéraient comme les habitants originels de la Terre, qu'ils y avaient vécu pendant des milliers d'années, avant l'arrivée d'autres humains, mais qu'ils avaient enseigné à certains des humains arrivants, partagé des connaissances avec eux, les aidant à s'adapter à l'environnement. Elle décrivait une relation, parfois coopérative, parfois tendue, mais pas la simple histoire de déplacement que certains préféreraient. La question de savoir comment Catherine est arrivée chez les géants est abordée dans ses journaux, mais jamais entièrement expliquée. Elle écrivait qu'elle avait de vagues souvenirs d'être très jeune, d'être avec d'autres humains, de quelque chose de terrible qui s'était produit. Du feu, pensait-elle, des cris, puis d'être seule dans la forêt, errant pendant des jours, affamée, puis d'être trouvée par l'un des géants, une femelle, qui l'a emmenée dans leur communauté. Elle avait peut-être 4 ou 5 ans lorsque cela s'est produit, d'après sa reconstruction ultérieure des événements. Elle a vécu avec eux jusqu'à l'âge d'environ 19 ou 20 ans, moment auquel ils lui ont dit qu'elle devait retourner à la société humaine. Ils l'ont emmenée aux abords d'une colonie, lui ont donné des vêtements qui l'aideraient à se fondre dans la masse, lui ont donné suffisamment d'or et d'argent pour subvenir à ses besoins et l'ont renvoyée. Elle ne les a plus jamais revus. Les métaux précieux qu'elle a reçus soulèvent une autre question. D'où les géants tiraient-ils l'or et l'argent s'ils ne minaient pas ou ne travaillaient pas les métaux? L'explication de Catherine était qu'ils trouvaient ces matériaux dans les ruisseaux et les rivières, les collectaient pendant de nombreuses années et les gardaient spécifiquement pour échanger ou donner aux humains qui avaient besoin de s'intégrer dans les économies humaines. Ils n'avaient aucune utilité pour l'or et l'argent eux-mêmes, mais comprenaient que les humains valorisaient ces matériaux et que quelqu'un qui les possédait pouvait s'établir dans la société humaine sans soulever trop de questions sur ses origines. Catherine a écrit avoir tenté de retourner chez les géants plusieurs fois dans ses premières années après les avoir quittés. Elle retournait dans les zones où elle avait vécu avec eux, cherchant les entrées de leurs habitations, tout signe de leur présence. Elle n'a jamais rien trouvé. Elle en a conclu que soit ils s'étaient déplacés, soit ils étaient si habiles à dissimuler leur présence qu'elle, même après avoir vécu parmi eux, ne pouvait les détecter s'ils ne souhaitaient pas être trouvés. Finalement, elle a cessé de chercher. Elle s'est déplacée de lieu en lieu, ne restant jamais plus de quelques années, toujours seule, subvenant à ses besoins grâce à ses connaissances en mathématiques et en travaillant occasionnellement comme tutrice pour des familles riches qui ne posaient pas trop de questions sur une femme voyageant seule, sans mari ni famille. Les connaissances que les géants lui avaient enseignées en mathématiques étaient suffisamment avancées pour attirer l'attention lorsqu'elle les utilisait. Elle a appris à dissimuler toute l'étendue de ce qu'elle savait, à faire délibérément des erreurs,
à faire semblant de résoudre lentement des problèmes qu'elle pouvait résoudre instantanément. Elle a écrit sur la frustration de connaître des choses qu'elle ne pouvait pas partager, de comprendre des principes qui ne seraient découverts que des décennies plus tard, de voir des ingénieurs se débattre avec des problèmes qu'elle pouvait résoudre facilement, mais qu'elle ne pouvait pas expliquer sans révéler que ces connaissances provenaient de sources que personne ne croirait. Elle était particulièrement intéressée par la construction de grands bâtiments et les projets de génie civil. Elle se rendait dans des endroits où d'importants travaux de construction étaient en cours, observait les techniques utilisées, les comparait mentalement à ce qu'elle avait appris des géants. Elle a noté dans ses journaux que les ingénieurs humains redécouvraient lentement des principes que les géants avaient maîtrisés des milliers d'années plus tôt. Elle écrivait avec tristesse sur l'inefficacité, sur le fait de voir des projets de construction prendre des années, alors qu'elle savait qu'ils pouvaient être achevés en quelques mois en utilisant les méthodes que les géants lui avaient enseignées. Mais elle n'est jamais intervenue. Elle croyait, d'après ce que les géants lui avaient dit, que l'humanité devait développer ces technologies elle-même, qu'une connaissance donnée trop librement ne serait ni valorisée ni correctement comprise. Les géants lui avaient dit que leur propre civilisation avait décliné parce qu'ils avaient perdu la lutte entre le maintien des connaissances et le maintien de la population. Ils s'étaient tellement concentrés sur la préservation et l'extension de ce qu'ils savaient qu'ils avaient oublié l'importance d'enseigner à la génération suivante, d'assurer qu'il y aurait une génération suivante. Au moment où ils ont réalisé leur erreur, leur nombre était tombé trop bas pour se rétablir. Ils étaient les vestiges d'une population beaucoup plus importante qui avait autrefois couvert le continent, et ils savaient qu'ils assistaient à l'extinction de leur propre espèce. Catherine a enregistré des conversations avec des anciens qui décrivaient des villes que leurs ancêtres avaient construites, des réseaux routiers, des structures sociales complexes. Tout cela avait disparu, repris par la forêt, délibérément effacé ou laissé s'effondrer en ruines méconnaissables. Certaines des descriptions de Catherine peuvent être trouvées si l'on sait où chercher et ce que l'on cherche. Des murs construits à flanc de collines que l'on considère comme des formations rocheuses naturelles. Des structures en pierre attribuées à des agriculteurs de l'époque coloniale, bien qu'elles aient été construites avec des techniques que ces agriculteurs ne possédaient pas. Des terrassements dont l'échelle et la précision suggèrent des méthodes d'arpentage et de construction plus sophistiquées que celles que les cultures auxquelles ils sont attribués sont censées avoir eues. Ces anomalies existent, elles sont documentées, mais elles sont expliquées, attribuées à des bâtisseurs plus simples, mais exceptionnellement habiles, ou écartées comme non anomales une fois que l'on comprend le contexte approprié. Les journaux de Catherine suggèrent un contexte différent. Ils suggèrent que ce ne sont pas du tout des anomalies, mais exactement ce à quoi on pourrait s'attendre comme dernière trace d'une civilisation qui s'est délibérément effacée de l'histoire. Les preuves linguistiques enregistrées par Catherine sont plus difficiles à évaluer. Elle a rempli des dizaines de pages de symboles qu'elle affirmait être l'écriture des géants. Personne n'a réussi à traduire ces symboles. Ils ne correspondent à aucun système d'écriture connu. Les linguistes qui les ont examinés notent qu'ils présentent certaines caractéristiques d'une véritable structure linguistique, des régularités et des motifs qui seraient difficiles à simuler. Mais sans clé, sans moyen de relier ces symboles à des significations connues, ils restent indéchiffrables. Catherine affirmait qu'il lui était interdit de créer une telle clé, de laisser une trace qui pourrait permettre aux futurs humains de lire ce que les géants avaient écrit sur des surfaces en pierre à divers endroits. Elle a respecté cette interdiction, même dans ses journaux détaillés. Elle a cependant enregistré une partie de ce que ces inscriptions disaient. Elle a écrit des traductions en anglais de textes qu'elle avait vus gravés sur des parois rocheuses, dans les murs de grottes, dans des pierres délibérément placées à des endroits spécifiques. Ces traductions décrivent des événements historiques, des observations astronomiques, des principes philosophiques, des avertissements. Une inscription qu'elle décrivait mettait en garde contre le danger de la croissance démographique sans croissance correspondante de la sagesse. Une autre décrivait un événement catastrophique, peut-être une inondation
ou une série de tremblements de terre qui avaient détruit plusieurs communautés de géants des siècles avant l'époque de Catherine. Une autre était simplement une liste de noms qu'elle interprétait comme un mémorial à des individus morts dans un conflit ou une catastrophe. La question de savoir pourquoi Catherine a attendu d'être mourante pour raconter son histoire est abordée indirectement dans ses journaux. Elle a écrit sur le fardeau d'une connaissance qui ne pouvait être partagée, sur le fait de regarder le monde changer et de connaître des choses sur le passé qui contredisaient tout ce qui était enseigné et écrit. Elle a écrit sur l'instruction finale des géants, qui était de vivre une vie humaine normale, de ne pas parler d'eux, de les laisser s'estomper paisiblement dans le mythe. Elle a honoré cette instruction pendant plus de 50 ans, mais à la fin, face à la mort, elle n'a plus pu maintenir le silence. Elle a parlé au docteur Thornton, à une infirmière. Elle a rompu sa promesse aux géants parce qu'elle croyait que quelqu'un devait savoir, que la vérité ne devait pas mourir complètement, même si elle ne pouvait jamais être largement acceptée. Le docteur Thornton a lutté avec ce qu'il fallait faire des révélations de Catherine et de ses journaux pendant le reste de sa vie. Il a mené des enquêtes, il a visité les lieux qu'elle avait mentionnés, il a cherché des preuves corroborantes. Il a trouvé des traces suggestives, des anomalies inexpliquées, des histoires transmises par des familles qui correspondaient à des parties du récit de Catherine. Mais il n'a jamais trouvé de preuves, rien qui puisse convaincre un public sceptique, rien qui puisse surmonter l'impossibilité fondamentale des affirmations. Des géants qui mesuraient de 3,66 à 5,49 mètres, qui ont construit des structures sophistiquées, qui possédaient des connaissances avancées, qui ont vécu à travers l'Amérique du Nord pendant des milliers d'années et qui se sont ensuite délibérément effacés de l'histoire. C'était trop à croire sur la base des journaux d'une femme et d'une déclaration mourante. Pourtant, le docteur Thornton n'a jamais rejeté Catherine comme une fraude ou une folle. Ses journaux montrent un homme sincèrement déchiré entre ce qu'il croyait possible et ce qu'il avait rencontré dans les dossiers méticuleux de Catherine. Il a noté la cohérence de ses récits, l'exactitude technique des connaissances qu'elle avait consignées, les détails spécifiques qui pouvaient être vérifiés concernant les mathématiques, l'astronomie et l'ingénierie. L'absence de tout motif apparent pour fabriquer une histoire aussi élaborée. Elle n'avait pas cherché l'attention. Elle avait vécu tranquillement, seule, utilisant sa richesse avec parcimonie. Elle avait gardé ses journaux privés. La seule raison pour laquelle quelqu'un connaissait ses affirmations était qu'elle en avait parlé en mourant, alors qu'il n'y avait aucun bénéfice possible pour elle. Les implications économiques du récit de Catherine méritent d'être considérées. Elle affirmait que les géants avaient accumulé des connaissances sur les ressources, sur l'endroit où trouver des matériaux utiles, sur des moyens efficaces d'exploiter l'énergie naturelle. Il lui en avait enseigné une partie. Elle l'avait utilisée pour guider subtilement ses investissements, pour savoir quelles zones deviendraient précieuses, quelles industries prospéreraient. Sa richesse, laissait-elle entendre, ne venait pas de la chance, mais d'une connaissance vieille de milliers d'années, transmise par une civilisation qui avait compris des schémas dans la nature et le comportement humain que l'économie moderne commençait seulement à saisir. Si cela était vrai, cela signifierait que le caractère apparemment aléatoire du développement économique n'était pas aléatoire du tout, que les emplacements des villes prospères et le calendrier des innovations industrielles suivaient des schémas qu'une civilisation plus ancienne et plus sage avait cartographiés il y a longtemps. La question demeure. Que faisons-nous du récit de Catherine Wells? Il ne peut être prouvé. Il ne peut être réfuté. Il existe dans l'espace inconfortable entre l'impossibilité évidente et la cohérence troublante. Ces journaux sont de vrais documents. Les enquêtes du Dr Thornton sont consignées dans ses propres journaux. La pierre tombale avec son inscription cryptique existe toujours. Les lieux décrits par Catherine peuvent être visités. Certaines des anomalies qu'elle a mentionnées peuvent être trouvées.
bien qu'elle soit expliquée différemment par l'archéologie traditionnelle. Le choix est de rejeter l'ensemble du récit comme un délire élaboré ou de considérer que peut-être, juste peut-être, il y a quelque chose que nous ne comprenons pas de l'histoire de ce continent. Le récit historique standard dit que lorsque les Européens sont arrivés dans les Amériques, ils ont trouvé des peuples indigènes qui étaient là depuis des milliers d'années, qui avaient construit des civilisations impressionnantes dans certaines régions, qui vivaient dans des communautés plus petites dans d'autres. Ce récit est basé sur des preuves archéologiques, sur le dossier historique tel qu'il est compris à travers les documents et artefacts disponibles. C'est un récit qui a du sens, qui suit des schémas logiques de migration et de développement humain. Le récit de Catherine Wells ne correspond pas à cette narration. Il insère quelque chose qui ne devrait pas exister, des géants qui précèdent toutes les civilisations connues sur ce continent, qui possédaient des connaissances avancées, qui ont construit des structures qui ont ensuite été attribuées à d'autres, qui ont choisi de disparaître plutôt que de se battre pour leur survie. Si Catherine disait la vérité, si elle a vraiment été élevée par des géants, si elle a vraiment appris ce qu'elle affirmait avoir appris, alors les implications vont bien au-delà de l'ajout d'un autre groupe à la préhistoire de l'Amérique du Nord. Cela signifierait que des civilisations avancées ont existé et ont disparu, ne laissant presque aucune trace. Cela signifierait que la connaissance peut être délibérément effacée, que des espèces entières peuvent choisir l'extinction plutôt que le conflit. Cela signifierait que les ruines et les anomalies éparpillées sur ce continent pourraient avoir des origines bien plus anciennes et plus sophistiquées qu'on ne le croit actuellement. Cela signifierait que l'histoire telle que nous la comprenons est incomplète, filtrée par la survie des preuves que quelqu'un ou un groupe a choisi de laisser derrière lui. Les derniers mots prononcés par Catherine Wells, selon le Dr Thornton, ne concernaient pas les géants, leur civilisation ou les connaissances qu'ils lui avaient enseignées. Ces derniers mots étaient plus simples, plus personnels, plus humains dans leurs sentiments. Elle a dit « Ils ont été gentils avec moi quand je n'avais personne d'autre. Ils m'ont enseigné quand je n'avais rien. J'ai gardé le secret aussi longtemps que j'ai pu. J'espère que c'était assez long. J'espère qu'ils m'ont pardonné d'avoir parlé à la fin. » Puis elle est morte. Le docteur Thornton est resté avec son corps pendant plusieurs heures avant d'informer la logeuse. Il a écrit dans son journal cette nuit-là qu'il croyait que Catherine lui avait dit la vérité telle qu'elle la comprenait, que si des géants existaient réellement, ou si elle avait construit une mythologie interne élaborée pour expliquer un traumatisme d'enfance, il ne pouvait le déterminer, mais que sa sincérité était absolue. Elle croyait chaque mot qu'elle avait écrit dans ses journaux. Elle croyait avoir été élevée par des géants qui étaient les derniers vestiges d'une civilisation ancienne. Et elle est morte en croyant avoir honoré leur demande de silence aussi longtemps qu'elle le pouvait. L'inscription de la pierre tombale, celle qui marchait parmi les grands, a été choisie par le docteur Thornton. Il a payé la pierre lui-même, sur ses propres fonds. Catherine avait laissé des instructions pour que ses journaux lui soient remis, ainsi qu'une somme d'argent pour couvrir son enterrement et la pierre. Elle avait seulement spécifié que l'inscription devait reconnaître la vérité sans l'expliquer en détail, que quiconque savait comprendrait, et que quiconque ne savait pas la trouverait simplement curieuse et passerait son chemin sans y prêter beaucoup d'attention. Le docteur Thornton a entièrement honoré son souhait. La pierre se dresse dans le cimetière de Mount Hope, à Rochester, New York. Peu de gens la remarquent. Encore moins s'interrogent sur sa signification. Et cela, peut-être, est exactement ce que Catherine Wells et les géants qui, selon elle, l'avaient élevée auraient voulu. Être rappelés mais non compris. Exister dans l'histoire comme une question plutôt qu'une réponse. S'estomper dans le mythe, emportant leur vérité avec eux dans le silence.